Un chasseur furtif français Rafale vient de franchir une nouvelle ligne rouge en larguant une bombe à guidage laser GBU-12 au-dessus de notre territoire. L'appareil, profitant de la nuit pour masquer son approche, volait à basse altitude lorsqu'il a largué son armement vers nos installations militaires près de Tlemcen. Mais nos systèmes de détection infrarouge ont capté la signature thermique du largage. La bombe, guidée par un faisceau laser émis depuis le Rafale, suivait sa trajectoire programmée lorsque nos batteries Pantsir l'ont interceptée à seulement 4 km de sa cible. Le chasseur français a immédiatement fui vers le nord. Les débris récupérés confirment l'origine française. Les bombes à guidage laser représentent l'une des armes de précision les plus éprouvées des arsenaux occidentaux. Développées initialement pendant la guerre du Vietnam, elles ont été perfectionnées au fil des décennies pour atteindre une précision remarquable. Le principe est relativement simple. Un avion ou un drone émet un faisceau laser invisible pointant vers la cible. La bombe, larguée depuis l'appareil, capte les reflets de ce laser grâce à un détecteur situé dans son nez. Elle ajuste constamment sa trajectoire grâce à de petites ailettes mobiles pour suivre le point illuminé. Cette méthode permet de frapper des cibles avec une précision métrique, même depuis plusieurs kilomètres d'altitude. La GBU-12, modèle utilisé par la France lors de cette attaque, pèse environ 250 kg et peut détruire pratiquement n'importe quelle structure militaire. L'attaque s'est déroulée en pleine nuit, moment choisi délibérément par les planificateurs français pour maximiser l'effet de surprise. À cette heure tardive, la vigilance humaine diminue naturellement, les équipes de surveillance fonctionnent en effectif réduit, les populations civiles dorment. Paris espérait probablement que cette fenêtre temporelle offrirait une opportunité de frapper sans réaction efficace. Mais notre défense aérienne ne dort jamais. Les systèmes automatisés de détection fonctionnent 24 heures sur 24, scrutant en permanence le ciel algérien à la recherche de menaces potentielles. Mais l'Algérie a investi précisément dans les technologies capables de contrer ce type d'approche. Nos systèmes de détection ne reposent pas uniquement sur les radars traditionnels. Nous disposons également de capteurs infrarouges sophistiqués, capables de détecter la chaleur émise par les moteurs d'avion même à grande distance. Un Rafale en vol, même furtif sur le plan radar, génère une signature thermique considérable. Ces deux réacteurs émettent des gaz d'échappement à plusieurs centaines de degrés. Cette chaleur est invisible à l'œil nu, mais parfaitement détectable par nos senseurs infrarouges déployés le long de nos zones frontalières sensibles. Le Rafale a maintenu son approche furtive jusqu'au moment critique. Arrivé à une distance d'environ 15 km de sa cible présumée, l'appareil a dû prendre de l'altitude pour effectuer le largage. Une bombe à guidage laser nécessite une ligne de vue directe entre l'avion et la cible. Impossible de frapper en restant caché derrière une montagne. Le pilote français a donc brièvement exposé son appareil, montant à environ 2000 mètres d'altitude pour acquérir visuellement sa cible et éclairer avec son désignateur laser. C'est précisément à ce moment que nos radars de défense rapprochés l'ont verrouillé définitivement. Nos équipes de récupération ont été déployées dès les premières lueurs de l'aube pour sécuriser les débris de la bombe. Ce qu'elles ont découvert confirme sans ambiguïté l'origine française de l'armement. Des fragments de fuselage portant des marquages de fabrication occidentaux, des composants du système de guidage laser estampillés par des sous-traitants français, des numéros de série traçables jusqu'au lot de production de la Direction générale de l'armement française. La preuve matérielle est irréfutable. Paris a tenté une frappe nocturne contre une installation militaire algérienne en utilisant une arme de précision, espérant probablement que l'obscurité et la furtivité permettraient une opération discrète. L'échec est total, l'humiliation complète. Cette tentative de frappe nocturne révèle également l'escalade continue dans l'agressivité française envers l'Algérie. Après les échecs répétés des attaques diurnes, Paris a visiblement décidé d'adapter sa tactique, privilégiant désormais des opérations nocturnes, exploitant la furtivité et l'effet de surprise. Cette évolution tactique suggère une planification approfondie, une détermination persistante à frapper notre territoire, malgré les échecs accumulés. Mais elle démontre également l'incapacité française à tirer les leçons de ses défaites précédentes. Peu importe l'heure, peu importe la tactique employée, notre défense aérienne reste vigilante, réactive, efficace. Chaque nouvelle tentative se solde par le même résultat.
Interception réussie, mission ennemie avortée, preuve matérielle de l'agression française, collectée et documentée. Cette nouvelle tentative française soulève des questions fondamentales sur la stratégie de Paris envers l'Algérie. Pourquoi la France persiste-t-elle dans ses attaques répétées malgré leur échec systématique? Quelle logique stratégique sous-tend cette obstination apparemment contre-productive? Plusieurs hypothèses permettent de décrypter ce comportement qui défie la rationalité apparente. Première explication possible. La France teste méthodiquement différentes approches tactiques pour identifier une vulnérabilité dans notre dispositif de défense. Frappe diurne, attaque nocturne, missiles de croisière, bombes guidées, drones, avions de reconnaissance. Chaque méthode testée fournit des données précieuses sur nos capacités de détection, nos temps de réaction, nos procédures d'engagement. Même les échecs génèrent du renseignement exploitable pour affiner les tentatives futures. Deuxième hypothèse. Paris cherche à user psychologiquement nos forces de défense. Maintenir nos batteries en alerte constante, forcer nos opérateurs à une vigilance permanente, épuiser nos stocks de missiles intercepteurs, tout cela crée une pression opérationnelle considérable. La France dispose de ressources militaires largement supérieures aux nôtres en termes absolus. Elle peut se permettre de perdre quelques missiles, quelques bombes, quelques drones, si cela contraint l'Algérie à dépenser des ressources défensives limitées. Cette stratégie d'attrition vise à créer progressivement des brèches dans notre dispositif, exploitables lors d'une offensive plus massive. Troisième explication, dimension politique intérieure française. Le gouvernement français fait face à des critiques internes sur sa politique étrangère jugée trop faible. Certains cercles politiques et militaires français considèrent que la France a perdu son influence en Afrique du Nord et doit la reconquérir par la force si nécessaire. Les opérations contre l'Algérie, même infructueuses militairement, permettent de satisfaire cette frange dure de l'opinion en démontrant une volonté d'action. Peu importe que les frappes échouent, l'important est de montrer qu'on frappe. Quatrième scénario. Coordination avec d'autres acteurs hostiles. Les attaques françaises pourraient s'inscrire dans un plan plus large, impliquant également le Maroc et Israël. Chaque puissance teste un aspect différent de nos défenses, partage ensuite ses observations avec les autres, construisant progressivement une cartographie complète de nos capacités et de nos limites. Cette coordination tacite entre adversaires habituellement rivaux deviendrait cohérente si tous partagent l'objectif commun d'affaiblir l'Algérie. Quelle que soit la véritable motivation, cette persistance française a des conséquences importantes pour notre stratégie de défense. Nous ne pouvons plus considérer ces incidents comme des provocations isolées. Ils constituent manifestement une campagne soutenue visant soit à identifier nos failles, soit à épuiser nos ressources, soit les deux simultanément. Cette réalité impose plusieurs adaptations urgentes de notre posture défensive. Premièrement, nous devons diversifier nos fournisseurs de missiles intercepteurs. Actuellement, nos systèmes Pantsir et S-400 dépendent de stocks de missiles produits en Russie. Chaque interception consomme un projectile coûteux, plusieurs millions de dollars, qui doit être remplacé. Si les livraisons russes sont retardées ou suspendues pour quelques raisons, notre capacité d'interception diminuera progressivement. La solution passe par des accords avec plusieurs fournisseurs, stockage de réserves stratégiques importantes et développement progressif d'une capacité de production locale de missiles. Deuxièmement, nous devons investir massivement dans les systèmes de guerre électronique défensive. Au lieu de détruire physiquement chaque bombe ou missile ennemi avec un intercepteur coûteux, il est préférable de brouiller leur système de guidage, les rendant incapables d'atteindre leur cible. Une bombe guidée par laser devient inutile si on aveugle son détecteur ou si on crée de faux points laser, la détournant de sa cible réelle. Un missile guidé par GPS se perd si on brouille les signaux satellites dans la zone. Ces méthodes électroniques coûtent beaucoup moins cher que les interceptions cinétiques et peuvent traiter simultanément de nombreuses menaces. Troisièmement, nous devons développer des capacités de riposte dissuasive. Jusqu'à présent, notre stratégie reste purement défensive. Nous interceptons les attaques françaises, mais ne ripostons jamais contre le territoire français ou ses intérêts. Cette asymétrie encourage Paris à continuer ses provocations sans craindre de conséquences directes. Développer une capacité de frappe à longue portée, missiles balistiques ou de croisières capables d'atteindre la France métropolitaine ou ses bases méditerranéennes changerait radicalement l'équation stratégique.
savoir que chaque attaque contre l'Algérie pourrait déclencher une riposte contre leurs propres installations forcerait les planificateurs français à reconsidérer leurs calculs. Quatrièmement, intensification de la guerre informationnelle. La France parvient remarquablement à maintenir ses incidents secrets. Les médias français n'en parlent pas. La population française ignore tout de ces attaques répétées contre l'Algérie. Ce silence médiatique protège le gouvernement français de toute pression interne pour cesser ces provocations. L'Algérie doit briser cette omerta. Chaque incident doit être documenté exhaustivement, diffusé largement sur les réseaux sociaux internationaux, porté devant les organisations internationales. Exposer publiquement et répétitivement l'agressivité française créera progressivement une pression diplomatique et médiatique que Paris ne pourra ignorer indéfiniment. Sur le plan diplomatique, l'Algérie doit également durcir sa posture. Jusqu'à présent, nos réactions restent mesurées. Convocation d'ambassadeurs, protestations formelles, saisine d'organisations internationales. Ces mesures, bien que nécessaires, ne semblent pas suffire à dissuader Paris. Des sanctions économiques ciblées contre les intérêts français en Algérie deviendraient peut-être nécessaires. Suspension de contrats commerciaux, restrictions sur les entreprises françaises, gel de coopération dans certains domaines. Ces mesures auraient un coût économique pour l'Algérie également, mais enverraient un signal politique clair. L'agressivité militaire aura des conséquences concrètes. Cette attaque nocturne, bien qu'interceptée avec succès comme les précédentes, marque donc un tournant. Elle démontre que la France n'abandonnera pas sa campagne de provocation de son propre chef. L'échec répété ne la décourage pas, mais l'incite au contraire à adapter ses tactiques, cherchant obstinément la méthode qui finira par contourner nos défenses. Face à cette détermination hostile, l'Algérie doit abandonner toute illusion d'un retour rapide à des relations normales avec Paris. Nous sommes engagés dans une confrontation de longue durée qui exigera vigilance permanente, investissement soutenu dans nos capacités défensives et détermination politique inébranlable. La nuit où cette bombe française a été interceptée au-dessus de Tlemcen restera gravée comme un symbole de l'agressivité persistante de notre ancien colonisateur, mais aussi symbole de notre capacité à défendre notre souveraineté dans toutes les conditions, de jour comme de nuit, contre toutes les menaces, quelle que soit leur sophistication. Les débris de cette GBU-12 rejoindront la collection croissante de fragments d'armements ennemis que nous conservons précieusement. Chaque morceau de métal tordu raconte la même histoire. L'Algérie ne sera plus jamais la proie facile qu'elle fut pendant 132 ans de colonisation. Désormais, chaque agression trouve une réponse, chaque menace est neutralisée, chaque ligne rouge est défendue. Cette réalité nouvelle, la France mettra peut-être encore du temps à l'accepter pleinement, mais elle finira par s'imposer à tous.